Nous allons évoquer, suite à la précédente vidéo, différentes sortes d'aliments. Il est permis de déposer un aliment sec, qui est déjà cuit, par exemple tel que du pain, c'est le cas qu'on avait évoqué tout à l'heure, sur un ustensile de cuisson qui se trouve déjà sur le feu, parce qu'il n'est pas courant de cuisiner de cette manière. Toutefois, il est défendu de déposer un aliment sec déjà cuit sur une source de chaleur, même si celle-ci est couverte, car il est seulement permis de remettre un aliment en remplissant les conditions précédemment mentionnées et non de les déposer pendant Shabbat. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a toujours ce risque, en le mettant directement sur la source de chaleur, qu'il y ait quand même cuisson. Et ça, c'est interdit de le faire pendant Shabbat. Donc, malgré tout, certains se montrent indulgents et permettent simplement de déposer pendant Shabbat un aliment sec, mais sur ce qu'on a appelé la plaque de Shabbat, la fameuse plata. En fin de compte, je vous ai parlé que de ça pratiquement depuis le début, parce que d'une manière concrète et non théorique, d'une manière pratique, c'est la meilleure façon de respecter Shabbat aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, il faut vraiment chercher des problèmes pour retourner à la méthode de nos mères et grands-mères avec le gaz, etc. Il y a des possibilités d'utiliser tout ça quand on n'a pas le choix, mais il vaut mieux éviter, franchement. En utilisant une plata de Shabbat classique qui a été faite selon les critères de la halacha, sur les critères religieux, au moins vous savez comment l'utiliser en étudiant ces dynimes et vous n'avez aucune galère. La plupart du temps, il suffit d'avoir tout préparé avant Shabbat, de maintenir sur la plata, en sachant que vous mettriez en premier, ça veut dire au bord de la plata, parce que vous allez manger vendredi soir, au moment pour servir quelque chose de chaud qui va tenir le coup, même si c'est quelque chose qui ne peut pas tenir le coup toute la nuit, ben c'est pas grave puisque c'est pour vendredi soir. Et en deuxième, au fond, vous allez mettre l'aliment qui lui peut tenir toute la nuit, comme la fameuse pkaïla ou la tfina ou le tchoulent, vous le mettez. Et même dans ces cas-là, prévoyez que si vous allez laisser toute la nuit et que quand vous n'avez pas le droit d'ajouter de l'eau, etc., donc prévoyez suffisamment d'eau pour que même si l'eau réduit, à la fin, vous avez un truc qui soit bon et qui ne soit pas cramé. Tout ça, c'est un coup à prendre. Quand on est jeune marié, en général, on s'est planté une fois ou deux, et puis après, c'est fini, quoi. Après, toute la vie, c'est facile. En tout cas, certains donc se montrent indulgents et permettent de déposer pendant Shabbat un aliment sec sur la fameuse platate de Shabbat, car il n'est pas courant de cuisiner au cours de la semaine sur une telle source de chaleur. En effet, la plata, vous avez déjà utilisé une plata, vous, en dehors du Shabbat, pour cuire un aliment? Pour cuire un aliment, soit vous mettez sur le fameux gaz classique, soit sur une vitrocéramique, soit sur une plaque chauffante classique, électrique, et pas une plata, qui est vraiment conçue pour l'utilisation shabbatique. Mais donc, elle est là pour conserver la chaleur des aliments, et pas tellement pour cuire. Nombre de communautés séfarades ont pour coutume de déposer un aliment sec sur la plaque de Shabbat. Et selon l'opinion la plus rigoureuse, il est nécessaire de recouvrir la plaque de Shabbat. Je vous reformule ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Recouvrir la plaque de Shabbat avec soit du papier aluminium avant d'y déposer un aliment sec, soit la fameuse petite grille, genre grille de four, grille de four, voire même grille de frigidaire, mais que vous allez, comment dirais-je, consacrer et que vous allez destiner à cette utilisation de Shabbat à Shabbat. Du pain, du riz, des escalopes, du poisson frit, sans jus, tout cela bien sûr, sont considérés comme des aliments secs. Cette permission s'applique même si l'aliment présente une humidité quelconque. Parce que un poisson, en fin de compte, il y a quand même un petit peu d'humidité en lui. Mais il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de jus, donc c'est permis. Néanmoins, certains décisionnaires séfarades estiment que même un aliment dans lequel se trouve une quantité de sauce sera considéré comme un aliment sec. C'est là où il y a un vrai différent entre certains poskim et d'autres, tant que l'élément solide est majoritaire. Mais la plupart des décisionnaires se montrent plus rigoureux. Et nous les suivons pour ne rien vous cacher.
Rabbi Shalom Messas, qui était mon maître, et enfin l'un de mes maîtres essentiels à l'époque où j'étudiais en Israël, dans Tevot Shamesh, il développe de façon très longue sur ce sujet, dans le Shemesh Umagen également, et il réfute totalement les arguments d'un autre grand maître qui s'appelle le Rav Ovadia Yosef, qui, lui, se montre plus cool sur cette question, c'est connu. Et donc tous ceux qui font selon les psakim du Rav Ovadia Yosef auront une tendance à être très cool sur la plata de Shabbat. Mais ceux qui suivent l'avis de Rabbi Shalom Messas, comme c'est notre cas, eh ben on se montre moins cool. Alors pourquoi on se montre moins cool, plus cool? C'est pas pour donner des jetons de piété, c'est pas du tout. C'est parce qu'il y a un véritable enjeu ici sur le plan de la halakha. Comment considérer la halakha? Est-ce que c'est juste que dès qu'on trouve une petite idée sabbatique, alors on saute à pieds joints et on finit par s'autoriser beaucoup de choses qui sont carrément interdites? Et c'est ce qui se passe quand les gens n'étudient pas la halakha de manière très sérieuse, comme vous allez le faire maintenant. Et ceux qui, au contraire, veulent prendre au sérieux la halakha et n'essayent pas de rechercher à tout prix la koula chaque fois. Alors qu'on n'est pas obligé, quoi. Il suffit de s'y prendre à l'avance. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on a un plat avec du jus, ben on n'a qu'à le mettre pour avant Shabbat. Et celui qui risque de s'évaporer, ben on va le consacrer pour le vendredi soir, tout simplement. Et on le met le plus près. Et quant au plat qui peut tenir tout Shabbat, eh ben on prendra quelque chose avec beaucoup d'eau. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait toute notre vie, avec Ouzan Plata. Et ça marche très bien. Donc, recherchez absolument la petite bête et essayer de retrouver les hétérim. C'est pas quelque chose qui plaît à beaucoup de poskim. Et c'est le cas de Rabbi Shalom Messas. Et je vous cache pas que dans notre communauté, j'ai même refusé des traiteurs à cause de ça. Moi, je refuse. Et après, si quelqu'un est dans une communauté où le Rav le permet, il faut respecter évidemment l'autorité rabbinique en place. Je ne suis pas là pour remettre en cause les autorités de qui que ce soit. Je dis juste qu'il faut savoir que les deux avis sont très clairement établis. D'ailleurs, même le Rav, Loria ici, nous dit clairement que, pourtant c'est quelqu'un qui respecte énormément le Rav Ovadia Yosef, il suit souvent ses psakim. Dans ce domaine, il reconnaît que la vie du Rav Ovadia Yosef n'est pas la vie forcément majoritaire concernant ce point tout à fait précis. Et donc, pour tenir compte des avis majoritaires, alors il convient de faire attention de ne pas mettre quelque chose avec du jus, même en faible quantité. Selon l'opinion donc de Rabbi Shalom Messas, il est nécessaire de recouvrir cette fameuse plaque de Shabbat avec du papier aluminium ou la fameuse petite grille afin d'y déposer un aliment sec. Tous les aliments que je vous ai cités, retenez-les bien, le pain, le riz, les escalopes de poisson, etc. Tout ça appartiennent à la catégorie des aliments secs. On peut ajouter la viande, le rôti, etc. Néanmoins, certains décisionnaires séfarades estiment que même un aliment dans lequel se trouve une quantité de sauce sera considéré comme un aliment sec, tant que l'aliment solide est majoritaire. Ça, c'est l'avis du Rav Ovadia Yosef. Mais la plupart des décisionnaires, comme je vous l'ai dit, que je le répète à présent, n'y souscrivent point. Si un aliment contient de la sauce qui a refroidi, il est totalement interdit, même selon les avis qui permettent habituellement, il sera totalement interdit de prendre ce plat et de le remettre sur la plata. Parce que là, il va y avoir vraiment cuisson. Il est même interdit de demander à une personne non juive de le déposer près d'une source de chaleur. Je vous rappelle au passage que une personne non juive qui travaille pour une synagogue, comme il y en a dans toutes les synagogues, elle a le droit de faire toute chose qui est utile pour la collectivité en termes de besoins collectifs en même temps, comme par exemple la lumière, la clim, le chauffage, vous comprenez? Parce que ça, c'est pas, il va pas faire ça pour vous, ou pour l'un ou pour l'autre. Il va faire ça pour la collectivité. Par exemple, on arrive à la synagogue, panne d'électricité, on voit plus rien. On peut pas lire la Torah sans électricité. La personne non juive qui a l'habitude de cela, qui d'elle-même va allumer, il faudra même pas le lui demander, ou si il comprend pas, on est obligé de faire un cinéma par des allusions, etc. Tu sais, oh là, on est embêté,
on n'a pas le droit d'allumer Shabbat, tu sais bien. Ah oui, très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Ben écoute, tu es intelligent, tu as qu'à faire ce que tu veux. Ouais. Mais moi, je n'ai pas le droit de te demander de faire quelque chose pour moi. Donc, si tu veux faire quelque chose pour la communauté, eh ben, ce serait bien que tu puisses nous permettre d'y voir clair. Bah, si les gars, si c'est pas un soudoué, il va comprendre et à ce moment-là, clac. Dans ce cas-là, c'est permis. Parce que il s'agit de Soler Mitzvah. C'est pour la nécessité du mitzvah et c'est pas pour une sorte de confort, c'est pour accomplir une mitzvah et pour la collectivité. Est-ce que j'ai le droit de dire au personnel non juif, il n'y a plus d'eau dans le koum-koum, tu vas pas mettre de l'eau? J'ai pas le droit. Parce que là, même si tout le monde profite du koum-koum, c'est pas tout le monde en même temps. C'est la somme des individualités et donc des intérêts égoïstes. Ça, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de demander à un non-juif de faire quelque chose pour moi à titre personnel. Ça, selon aucune autorité, c'est permis. C'est clair. Un non-juif ne peut faire que ce que lui-même ferait de lui-même quand il s'agit de... par exemple, entre samedi matin et samedi après-midi, le gars qui a l'habitude de faire le nettoyage tous les jours, il vient aussi Shabbat et il veut prendre l'aspirateur. La seule chose qu'on lui demande, c'est que s'il le fait, il le fait parce que ça l'arrange, il ne va pas prendre le balai. Il n'a pas d'obligation de respecter Shabbat. Il peut le faire. Parce qu'il ne le fait pas pour une personne. Il le fait pour se faciliter, lui, la tâche qui, de toute façon, il doit accomplir pour tous. La seule chose qu'on lui dit, de préférence, quand c'est une synagogue, en tout cas, ne le fais pas quand les gens sont là. Tu le fais quand il n'y a personne. Qu'on n'ait pas ce spectacle pas agréable à voir, que quelqu'un il est en train de... Ça donne l'impression qu'on lui demande, on lui demande rien, qu'il fasse ce qu'il veut. On n'a pas cette exigence aussi rigoureuse, par exemple, dans les hôtels en Israël. Dans les hôtels en Israël, il y a les non-juifs qui bossent pour l'hôtel, toute la journée. Il y a des choses qu'ils ne feront pas. Par exemple, si vous demandez dans un hôtel cachère, vraiment cachère, si vous lui demandez un expresso, il va dire « Ah non, je suis désolé, les rabbins, ils interdisent. » Ils vous disent « Pourquoi ? Parce que l'expresso, c'est un truc, une demande personnelle pour vous. Et je n'ai pas le droit de demander qu'on fasse un expresso, donc utiliser la machine pour mon usage personnel pendant ça. Ça, il n'y a rien à faire. » Maintenant, pour tout ce qui est le service, amener quelque chose que même un juif de naissance pourrait faire pour lui-même. Tout ce qu'un juif pourrait faire pour lui-même, un non-juif peut le faire aussi pour le juif, puisque c'est en l'occurrence son travail, il n'y a aucun souci. Vous comprenez la nuance, elle est essentielle. Mais demander directement à une personne non-juive, fais ça, ça, il faut le bannir définitivement. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il est dit clairement ici qu'il ne faut pas demander à une personne non-juive de mettre sur la plata quelque chose. Ça non plus. Si ça a été fait avant, pas de problème, mais le demander pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Ça, c'est pour Shabbat, hein. Et si c'était Yom Tov, est-ce que j'aurais le droit de demander à une personne non-juive de mettre sur la plata? Et bien sûr que si, puisque j'ai le droit de le faire moi-même. Pendant Yom Tov, j'ai le droit de mettre quelque chose sur la plata. C'est pas Shabbat. Vous saviez pas? Bon, je crois qu'il va falloir qu'on repasse en revue les dîmes de Yom Tov. Parce que quand tout le monde n'a pas encore... Yom Tov, on a le droit. C'est la seule chose qu'on a le droit. Le principe, s'il vous plaît. Le principe, c'est que tout ce qui est interdit, s'il vous plaît, tout ce qui est interdit pour Shabbat est interdit pour Yom Tov, sauf... Cuisiner à partir de la source. Voilà, exactement. Tout ce qui concerne les besoins de la nourriture, de la cuisine à partir d'une source existante, et quelques petites mélachotes qui ont été ajoutées et autorisées par les sages quand c'est pour le service de la fête, même si c'est éloigné de... Comme par exemple, pour les fumeurs invétérés, on les autorise à... On autorisera par exemple quelqu'un qui fume, même si on n'encourage jamais de fumer, bien sûr, mais quelqu'un qui est vraiment dépendant de la cigarette au quotidien, alors qu'il lui est interdit strictement de fumer Shabbat, pour Yom Tov, la plupart des poskim autorisent. À partir, encore une fois, d'une flamme existante. Pourtant, c'est pas de la cuisine. C'est pas de la cuisine, mais ça s'appelle Ochel Nefesh. Parce que quand quelqu'un il est dépendant de la cigarette,
Ça veut dire que le corps, il en a besoin exactement comme le corps a besoin de la nourriture. Alors, c'est un camé, quoi. Il, il a besoin de sa dope. Donc, on ferme les yeux, on dit, OK, on va considérer dans ce cas-là comme de la nourriture et donc ça lui sera autorisé. Mais par contre, le fait de transporter, a priori, c'est pas lié à la consommation. C'est certes pas lié à la consommation, mais c'est lié à la fête. Quand il s'agit, par exemple, de transporter un mouchoir, des clés, un chauffard, vous comprenez, ou un livre de Torah, c'est quand même pour que la fête se vive plus agréablement. Donc les rabbins ont élargi le champ d'application des autorisations pour Yom Tov dans ces cas-là. Mais est-ce que j'ai le droit de porter un sac de 50 kilos de patates pendant Yom Tov? Mais non. Quel rapport? Qu'est-ce que tu vas faire avec des patates pendant Yom Tov? Si c'est pour cuisiner, peut-être. Oui, mais c'est pour ça que j'ai parlé de 50 kilos de patates. Cuisiner 50 kilos de patates, ça fait pas très catholique tout ça, hein? Bon, donc, c'est un exemple. C'est-à-dire il faut que ce soit sincère, sérieux, que c'est vraiment pour Shabbat, ou en l'occurrence pour Yom Tov, d'accord? On termine là-dessus. Donc ah oui, on fait l'heure est avancée. Si un aliment, on a donc dit que si un aliment contient de la sauce qui a refroidi, il est totalement interdit de demander à un non-juif de le déposer auprès d'une source de chaleur si le plat peut atteindre un niveau de cuisson. Parce que là, ça veut dire une recuisson et c'est interdit. En effet, la sauce qui refroidit cuit de nouveau lorsqu'elle est exposée à une forte chaleur. A posteriori, si on ne le savait pas, on ne connaissait pas la règle, qu'on s'est planté, malgré tout, on peut être sommaire. On peut s'appuyer sur certains chachamim qui se montrent tolérants a posteriori. C'est-à-dire qu'a priori, il ne fallait pas le faire, mais a posteriori, si on l'a fait sans connaissance de cause, on peut quand même tolérer l'aliment. Si, en tout cas, l'aliment n'a pas été posé lui-même directement sur le feu, mais qu'entre les deux, on a mis ce fameux aluminium ou si on a mis cette petite grille au-dessus. Certains décisionnaires le permettent même a priori, comme le Rav Yosef. Il est permis de s'appuyer sur cette opinion en cas de nécessité. Ça veut dire qu'en cas de nécessité, tout d'un coup, le mari sympathique qui amène tous les copains à table. Mais comment tu me fais honte? Comment on va faire? Il n'y a pas assez, etc. Mais non, mais voilà, il y a plein de restes au frigidaire. Hein, tiens, on s'arrange, allez entre copains, tu verras. Des fois, c'est un peu limite. Alors bon, dans ce cas-là, en vérité, je vous recommande pas ça, messieurs, de faire ça. Et c'est pas pour des raisons de cache-route, c'est pour rester vivant. C'est-à-dire que si vous amenez des invités, même sympathiques, une fois, elle va certainement vous accueillir avec le sourire. Mais si vous le faites régulièrement et chaque fois vous la prévenez pas, une femme n'aime pas qu'on la prévienne, qu'on ne la prévienne pas. Et elle a raison. Sauf si c'est vraiment une femme qui est exceptionnelle. Elle aime tellement son mari que, bon, allez, ça va, je sais qu'elle fait plaisir. Allez, bon, ça, c'est des femmes comme ça, c'est une bénédiction. Je vous souhaite de tomber dessus. Sinon, c'est elle qui vous tombera dessus. On peut faire de la halakha et faire un peu d'humour, c'est pas interdit, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, de nombreux décisionnaires, dans ce cas, le dernier cas exposé, se montrent malgré tout rigoureux. Et donc, il ne faut pas s'autoriser tout et n'importe quoi et essayer de rester fidèle aux règles qui ont été énoncées. Et que même lorsqu'il y a une tolérance, ça n'est qu'en cas d'absolue nécessité quand c'est exceptionnel. Mais sinon, on doit, a priori, et ça c'est une règle dans toutes les lois du judaïsme et dans toutes les lois de la vie, il faut anticiper. Il faut prévoir et faire en sorte que les problèmes n'arrivent pas. Sauf que la halakha, elle n'est pas uniforme. Pourquoi elle a différents avis? Tout simplement pour qu'elle réponde à toutes les situations réelles de la vie. Des fois, les situations idéales, les conditions sont réunies, alors autant faire les choses au mieux. Des fois, les conditions idéales ne sont pas réunies, alors c'est bon de savoir que dans un tel cas, on peut être plus cool. C'est pour ça qu'il faut connaître la halakha. Et une halakha qui fait pas partie de ce chapitre, mais qui est valable pour tous les dîmes de Shabbat, pour la vie familiale. Il faut tout faire pour que son mari ou son épouse, ils aient toujours le sourire pendant le Shabbat. Ça, c'est pas une affaire de cache-route de ce qu'on mange. C'est une affaire de cache-route des relations humaines. C'est important. Shabbat doit rester une journée de joie. C'est
C'est pourquoi, par exemple, dans certaines communautés, ils adorent kiffer le kidouche du samedi midi. Imaginez une femme qui s'est donné un mal fou pour préparer les petits plats, les grands plats, etc. Et le gars, il arrive, il fait le beau, il a déjà mangé la moitié, il n'en peut plus, et il n'honore pas les... Alors, de deux choses l'une. Soit vous voulez vraiment kiffer, ben à ce moment-là, kiffer quand vous mangez à la synagogue, et garder suffisamment de place pour kiffer à la maison, pour pas qu'elle s'en rende compte. Parce que si vous faites pas ça, c'est pas sympa. Et ça, c'est pas bien, il faut pas faire des choses pareilles. Et si vous n'êtes pas capable d'honorer les deux, alors honorez votre femme. C'est plus important d'honorer sa femme et le mal qu'elle s'est donné pour préparer la table que d'honorer la synagogue. Même si elle s'appelle Saint-Honoré. Il faut... Non, c'est très sympa. Moi, je vais vous dire, depuis des années, je fais le kiddush pour honorer la communauté. Je fais une bracha pour dire qu'on a fait quelque chose et je m'en vais. Et si je reste, c'est pour parler aux uns aux autres parce que c'est plus sympa. Mais je mange pas. Même à l'époque où je mangeais beaucoup plus, je mange pas. Parce que si je mange, elle va s'en rendre compte, mon épouse. Et je veux pas lui faire ça. Ça lui fait de la peine, ça lui fait du chagrin. Au nom de quoi on a le droit de faire du chagrin à son épouse? C'est d'un égoïsme inimaginable. Et la Torah doit toujours appeler à cette cohérence de l'amour du prochain. Et la plus belle façon d'honorer la règle, la mitzvah de l'amour du prochain, c'est de commencer par son conjoint. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon Shabbat. Shabbat Shalom. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sauraient pas encore, il y a un cours obligatoire tous les jeudis soirs, mais il y a également le cours du mardi soir pour compléter le programme. Parce qu'on ne peut pas faire simplement le jeudi soir tout le programme. Donc je vous invite également, pour l'instant c'est 20h15, l'un comme l'autre. Ouais.